Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e des prix de la saison pour parler d'un Grand Prix de Belgique qui m'a un petit peu fait penser à Silverstone. Il est vrai extrêmement différent, voire carrément opposé dans la forme, mais dans le fond assez similaire avec ces 3 à 4 équipes qui se battent pour la victoire et des retournements de situation. Là pour le coup quasiment que stratégique. Silverstone avait connu beaucoup plus de faits de course évidemment grâce selon moi à évidemment la météo changeante mais aussi à un circuit un petit peu meilleur car ça fait maintenant plusieurs années que le spectacle produit par Spa-Francorchamps laisse un petit peu à désirer. Donc deux grands prix évidemment différents, mais à l'arrivée, ce même sentiment que la victoire est passée entre plusieurs mains et qu'on se régale. À Spa, pas de fait de course donc, mais pour autant une excellente course complètement axée sur la stratégie et serrée comme extrêmement rarement dans l'histoire de la Formule 1. Un top 3 quasiment en 1 seconde, un top 6 en moins de 10 secondes et les 18 voitures qui terminent cette course sont toutes dans le tour du leader alors qu'il n'y a pas eu le moindre incident sur les 44 tours et que le leader a fait un tour de moins. C'est absolument incroyable. Niveau resserrement des performances et compétitivité, voilà, on n'a jamais fait mieux. La Formule 1 est dans une période absolument géniale. Mais bon, évidemment, le fait majeur, l'éléphant dans la pièce, c'est la disqualification du vainqueur de George Russell qui perd sa victoire pour 1,5 kg qui manquait sur la voiture pour atteindre le poids minimal. Une décision inattaquable, on ne peut rien dire puisque c'est écrit noir sur blanc dans le règlement. D'ailleurs, Mercedes a reconnu son erreur bien qu'on ne sache pas, nous public, exactement ce qui a causé ce manquement, ce poids manquant et donc cette disqualification. Est-ce que c'est les pneus, l'essence mal jaugée? On ne sait pas. Un vrai drame pour George évidemment et un sentiment un petit peu bizarre puisque ça annule toutes les images qu'on a vues à l'arrivée qui pourtant existent. On n'a pas entendu la voix de Russell après cette disqualification, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est une vraie nouvelle dramaturgie dans cette saison qu'on n'avait pas encore eue. Ça change les choses aussi au niveau des championnats, notamment le constructeur et c'est surtout extrêmement rare. J'ai checké rapidement, je crois que c'est seulement la 6e ou 7e fois qu'un vainqueur est disqualifié. Donc voilà, c'est fou. Si vous avez d'autres exemples, je suis preneur. C'est un scénario complètement invraisemblable qu'on a vécu hier. Encore un. Dans ce genre de cas, même si ça ne touche pas toujours au vainqueur, voire quasiment jamais, eh bien je suis toujours un petit peu gêné car c'est difficile de juger l'impact de l'infraction sur la course de Russell, c'est même très certainement quasiment minime, et pourtant la pénalité de disqualification est extrêmement sévère, comparée parfois aux quelques secondes de pénalité seulement que les pilotes peuvent se prendre, alors qu'ils ont commis une action qui, elle, a beaucoup plus d'impact sur le résultat de la course. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du règlement technique, c'est noir sur blanc, c'est la même chose pour tout le monde. Voilà, le résultat il tombe, donc mais bon voilà, malgré tout, par rapport à l'analyse de ce week-end dans sa globalité, rien ne change. On va se baser sur la réalité du terrain, sur ce qu'on a vraiment vu. Bien, replaçons-nous avant le départ et c'était extrêmement indécis, même comme rarement, avec 4 voitures différentes aux 4 premières positions, Ferrari dans le dur en ce moment mais qui partait en pôle, Hamilton dans le coup en embuscade, Perez pour une fois présent dans le haut du classement, McLaren peut-être la favorite sur le sec mais qui partait un peu plus loin, Max qui avait explosé tout le monde en qualif mais qui partait 11e avec les pénalités, bref c'était tellement dur de se projeter. Au départ, tandis que Perez est à mon sens bien agressif sur Hamilton avant la source, encore une fois, eh bien Leclerc parvient à garder la tête malgré l'aspiration qu'il subit jusqu'au combe, mais ce ne sera que temporaire. Au 3e tour, Hamilton le dépose littéralement et on comprend vite que même s'il va rester un bon moment à 2-3 secondes du Britannique, le Monégasque n'a pas la machine pour rivaliser. D'ailleurs, à la fin, quand McLaren et Mercedes accélèrent, on voit que Ferrari ne suit pas. Bref, on va le dire autrement, Ferrari ne pouvait pas jouer la victoire hier, ça fait 2 concurrents en moins, il en reste 6 pour l'instant. Jusqu'au premier arrêt, on va assister à une phase d'attente qui a été assez magnifique puisque pour la première fois dans mon souvenir, les 8 pilotes des 4 top teams se suivaient tous quasiment dans le DRS l'un de l'autre pendant vraiment les 10 premiers tours. Il n'y a quasiment aucun écart qui s'est creusé, c'était absolument incroyable et ça montre vraiment que voilà, aujourd'hui ça se joue à quasiment rien entre 4 équipes différentes, c'est
incroyable. Et puis on va perdre un autre prétendant à la victoire, c'est Sergio Pérez. J'ai vu beaucoup de monde s'extasier sur sa qualification, mais j'avoue que je ne comprenais pas vraiment puisque finalement il est à 6 dixièmes derrière Max, soit à peu près comme d'habitude puisque c'est quasiment exactement l'écart moyen qu'il a sur Max en qualification. C'est juste que la Red Bull, elle, volait complètement le samedi sous la pluie et que donc dans les 6 dixièmes d'écart, eh bien il y a moins de pilotes qui ont pu s'insérer. Et en course, on a été rattrapé par la réalité du terrain. Évidemment, il a perdu la 2e place au départ, a été menacé puis doublé par Piastri, rattrapé puis doublé par Norris et derrière c'était Verstappen, il commençait à le gêner. Donc on a un petit peu décidé de stopper les frais du côté de Red Bull. On l'a basculé sur une autre stratégie et donc à l'arrivée, c'est un énorme camouflet pour Checo qui jouait un peu hier son va-tout dans une course décisive pour la suite de sa saison, même peut-être même de sa carrière. Il partait devant dans une course vraiment ouverte et au final, il est 8e, il est dernier du groupe de tête. On en revient à la conclusion que peu importe à qui la faute, eh bien, il ne sert à rien pour Red Bull et donc peut-être que cette course peut lui coûter sa place d'ici à Zandvoort. C'est franchement probable, un swap avec Ricciardo ou même pourquoi pas une éviction tout court au profit de Lawson et de Ricciardo est possible. Perso, moi, si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de s'en aller avant qu'il ne soit viré et donc peut-être que ça mette fin à sa carrière. Je pense qu'il a encore de très belles choses à accomplir en Formule 1 et surtout hier, c'est le point final de son histoire chez Red Bull. Je pense que ni lui ni Red Bull n'ont plus rien à gagner dans cette relation, même au contraire, sont en train tous les deux d'y perdre. Donc Checo, je te donne un conseil, va-t'en, va chez Sauber, va chez Williams, chez Alpine peut-être, mais va-t'en avant d'être détruit par ce système Red Bull. Ok, maintenant revenons au Grand Prix. Hamilton est toujours en tête et la question c'est qui peut être son adversaire? On a déjà éliminé 3 pilotes, alors maintenant est-ce que Verstappen peut rentrer dans la danse? Vu son incroyable qualification, on pourrait y croire en se disant qu'il a une roquette comme les 2 années précédentes à Spa, il va gagner malgré une pénalité sur la grille. Sauf qu'on a très vite vu que les réglages ne donnaient pas la même chose sur le sec. Il y avait un petit peu trop d'appui sur cette Red Bull. Il n'y avait pas le rythme. Ajouté à l'impossibilité, la quasi-impossibilité de doubler hier à cause d'un air sale vraiment extrêmement fort et aux difficultés récentes de Red Bull qui n'a plus sa marge, eh bien on obtient un Max Verstappen vraiment impuissant. Une fois qu'il est très vite revenu à la 8e place, derrière le groupe de tête, derrière Lando Norris, eh bien il n'a plus doublé personne sur la piste. S'il devance finalement Perez, Norris et Sainz à l'arrivée, c'est grâce à des undercuts. Mais voilà, sa 5e place hier, qui s'est transformé en une 4e après la disqualification de Russell, c'était le bout du monde pour Max hier et pour Red Bull. Il ne pouvait pas jouer la victoire. Alors peut-être que c'était Norris l'adversaire numéro 1 d'Hamilton. Eh bien oui, je pense que ça aurait dû être le cas, mais encore une fois, il a trouvé le moyen de s'éliminer tout seul. On peut parler d'un nouveau choc de Lando Norris. Cette fois, encore une fois même j'ai envie de dire, c'est au départ qu'il perd tout puisque complètement tout seul, je vous invite à revoir les images, c'est assez lunaire. Il sort dans le gravier à la sortie du premier virage alors que personne n'est en bataille avec lui. À cause de ça, il perd 3 positions. Il est coincé derrière Perez, Russell et Sainz. Il a très vite Verstappen qui lui revient dessus et donc normalement, logiquement, McLaren se focalise dessus. Bref, à partir de là, c'est terminé. Lando Norris a encore eu une énorme faille hier pour la 6-7e fois sur les 8-9 dernières courses. Il a raté une immense opportunité. Donc au final, seul Oscar Piastri pouvait vraiment menacer Lewis Hamilton, mais voilà, il était à bonne distance derrière et il ne semblait pas avoir un rythme supérieur particulièrement dangereux. Bref, Lewis avait course gagnée. Oui, mais le tournant intervient à 20 tours de l'arrivée quand Leclerc tente l'undercut sur Lewis Hamilton pour lui reprendre la première place. Tout va alors basculer. En vrai, la tentative d'undercut du côté de Ferrari, elle est tout à fait légitime, elle a du sens. Ils ont tenté de mettre la pression sur Mercedes et ils ont tenté de s'offrir une chance de ressortir devant. Le problème, c'est non seulement que l'arrêt a été raté, évidemment, ce qui gaspille pas mal de chance, mais surtout que cet undercut n'avait quasiment aucune chance de marcher vu l'écart qu'il y avait sur la piste entre Hamilton et Leclerc, et surtout, même s'il ressortait devant, ça n'aurait sûrement été qu'extrêmement temporaire. Je pense qu'à ce moment-là, Ferrari s'est un petit peu trompée de course, n'a pas réalisé qu'elle ne pouvait plus vraiment jouer la victoire et qu'elle devait plutôt penser soit à sécuriser le podium et donc à attendre un petit peu, soit à tenter quelque chose de vraiment audacieux pour embêter Mercedes. Ça équivalait à un arrêt
et à ce moment-là, personne n'y croyait. C'était un move qui ne pouvait pas leur faire gagner la course et je pense qu'ils ont surestimé le niveau de dégradation hier et aussi en s'arrêtant finalement trop tôt, ils n'ont pas pu bénéficier du petit avantage stratégique qu'ils avaient sur Mercedes puisqu'il leur restait un train de médium et il n'en restait pas à Mercedes, donc voilà, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à tenter, mais bon, ça n'a pas marché. Ferrari n'a pas optimisé la stratégie hier, ils se sont donc retrouvés en position d'attente et au passage, on peut aussi dire qu'ils ont foiré la stratégie de Sainz qui était pourtant parti sur les hards, ce qui était pas mal, mais ils ont fait la pire chose, c'est-à-dire l'entre-deux, l'entrain d'arrêt et 2 arrêts qui n'a pas marché avec 2 fois 2 overcuts un petit peu trop longs. Bref, vraiment dommage. En tout cas, quand Leclerc s'arrête, un tour plus tard, Mercedes et Hamilton décident de couvrir, une décision plutôt logique, vu que les menaces pour le leader de la course étaient assez faibles. Autant couvrir le gars qui vient de s'arrêter qui est derrière toi, surtout que t'as pas trop le choix, il te reste qu'un train de hard, c'est ce que tu vas mettre dans tous les cas. À ce moment-là, ça paraît plutôt logique. Mais cet arrêt des 2 leaders va ouvrir une fenêtre de tir à Piastri et Russell qui ont donc hérité de la tête de la course. Ils ont désormais l'opportunité de décider de ne plus s'arrêter et de bénéficier de la track position comme on dit. Et surtout rapidement, on va se rendre compte que les pneus hard ne dégradent quasiment pas. Oscar Piastri est plus rapide que les 2 pilotes qui viennent de s'arrêter, un scénario absolument pas anticipé par les équipes à cause des séances d'essai sous la pluie où la collecte de données avait été très faible. Ainsi, même si c'était très dur de le comprendre je pense sur le coup, eh bien la stratégie à un arrêt était bien la stratégie gagnante, d'autant plus qu'elle offrait sur des majeures parties de la course de l'air libre, ce qui a été hier une vraie bénédiction. Pour autant, eh bien McLaren et Piastri ne vont pas aller au bout de l'idée, sûrement par une certaine frilosité ou bien parce qu'ils ne se sont pas tout à fait rendus compte de l'opportunité et donc ils l'ont offert à George Russell. Avec du recul, évidemment, c'est une erreur puisqu'ils avaient à ce moment-là la victoire entre les mains et l'ont donné à Mercedes. Mais j'ai envie de dire que dans ce contexte-là, pour le coup, c'est une erreur excusable de la part de McLaren. Au final, Oscar va remonter très fort, passer assez aisément Leclerc et terminer dans les roues des 2 Mercedes. Au final, je me dis aussi que sans le dernier arrêt raté, où il s'est arrêté un petit peu trop loin sur son emplacement, et sans également ce petit temps qu'il a mis à passer Leclerc, peut-être qu'il serait revenu 1, 2 ou 3 tours avant sur les Mercedes, et donc qu'il aurait eu l'opportunité de tenter sa chance. Mais bon, ça, on ne saura jamais. Mercedes et Russell qui donc se retrouvent en tête, eux vont sauter alors sur l'occasion puisque c'est simple, c'est génial pour eux, c'est logique. Si ça ne marche pas, eh bien tant pis, c'est Lewis Hamilton qui récupère la victoire derrière et George finira pas non plus super loin, 5 ou 6e au pire. Et si ça marche, eh bien c'est le jackpot, c'est le doublé. S'ils avaient moins à perdre que McLaren à ce moment-là, c'est aussi parce que la voiture qui était en tête à ce moment-là, c'était la 2e voiture. Et donc bravo à eux et à leurs pilotes pour avoir eu le duo le mieux placé sur la piste à ce moment-là. C'est ce qui leur a permis d'aller chercher le doublé, même si bon, il n'a été que très provisoire. Et donc malgré seulement 7 secondes d'avance à 12 tours de l'arrivée, on pensait que c'était impossible de tenir, eh bien George Russell l'a fait, il est parvenu à tenir sa gomme, un vrai bel exploit, d'autant plus que c'est lui qui à l'origine a soufflé l'idée à Mercedes, il a fait un coup de génie. Hamilton est revenu sur lui à 3 tours de l'arrivée, je me suis alors dit, voilà, c'est fini, il va gagner, et ensuite George va essayer de s'accrocher peut-être à la 3e place, mais non, Lewis n'est jamais passé, notamment parce qu'il se ressortait beaucoup moins bien du premier et du dernier virage, et donc à l'arrivée au combe, il était toujours un petit peu trop loin pour plonger. Franchement, bravo à George. Et bravo aussi à Mercedes qui a très bien géré la situation, qui avait laissé les deux se battre en disant juste « laissez-vous de l'espace ». Excellemment bien géré. Bref, les flèches d'argent ont tout bien fait hier, ils avaient la victoire à la fois avec la stratégie normale et avec la stratégie pari fou qui s'est finalement avérée être la plus rapide. Comme quoi aussi c'est une preuve qu'il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Une leçon que pourra peut-être retenir Ferrari qui avait elle démarré avec 2 pilotes sur 2 gommes différentes. C'était un bon choix, ça n'a pas fonctionné. Et au final, on peut dire que ce n'est pas le pilote qui avait été le plus rapide, le meilleur qui avait gagné, Lewis Hamilton, mais d'un point de vue de l'équipe, tant pis, c'est pas grave, ils étaient passés de 1 à 4 à 1 et 2, c'était parfait. Mais bon, malheureusement à l'arrivée, il y a cette non-conformité technique qui provoque la disqualification et gâche donc une immense partie du travail. L'équipe assume sa responsabilité, mais c'est une énorme erreur. Ça coûte un doublé et 18 points.
Voilà en tout cas ce qui explique ce résultat final, qui explique comment s'est jouée cette superbe bataille tactique à 8 voitures, même si on l'a vu, certaines se sont éliminées assez vite ou n'avaient pas le potentiel pour vraiment jouer la victoire. En tout cas, c'est tellement serré maintenant que ça se joue à des détails sur la stratégie, sur le moment de la race, sur l'utilisation aussi des gommes en début et en fin de relais. Aujourd'hui, tous les petits détails peuvent te faire perdre ou gagner la course, et les pilotes là-dedans, on l'a vu avec Russell, même si ça a mal fini pour lui, ont une vraie part de responsabilité et peuvent faire tourner la course sur leur ressenti, sur leur move, sur leur dépassement au bon moment. Bref, on est dans une période vraiment géniale où chacun peut collecter sa petite victoire à droite à gauche s'il est vraiment le meilleur des autres sur un week-end. Et nous voici maintenant à la trêve de l'été, ça y est, nous y sommes, 3 semaines sans Grand Prix avant de se retrouver à Zandvoort. Voici donc quelques petites conclusions sur l'état actuel de la situation. Première chose, Ferrari est la 4e force et le restera tant qu'il n'y aura pas d'évolution majeure, mais on a vu par l'exemple notamment de Mercedes ou de McLaren que des évolutions qui permettent de passer un gros step, ça existe. Deuxième chose, Red Bull n'est plus la première force, aussi entre la 2e et la 3e, et n'a plus gagné depuis 4 courses, une révolution, ça y est, la F1 a changé d'air. Troisième chose, toujours sur Red Bull, et bien maintenant ils doivent régler le problème du numéro 2, et je pense clairement que Sergio Pérez s'est mis hors jeu hier. Et enfin, quatrième chose, McLaren et Mercedes sont dans un mouchoir de poche pour la première force. Je donnerais peut-être un léger avantage à McLaren, mais selon les circuits, la température, la grille, les stratégies ou encore les jeux de position, la victoire peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment magnifique, ça peut varier. On se régale, c'est vraiment le maître mot de ce déprix, je pense. Derrière, pour la 2e course consécutive, on retrouve à nouveau Aston Martin qui semble confirmer son retour à la 5e position de la hiérarchie suite aux upgrades de la Hongrie. Fernando Alonso a été le meilleur des autres tout le week-end, c'est un vrai sans faute. Et en plus, une excellente stratégie cette fois puisque, comme George Russell, il a fait la stratégie à un arrêt qui a très bien fonctionné. Ça lui a permis de prendre la 9e place plutôt que la 10e face à Ocon et donc à l'arrivée la 8e. Bien joué. Stroll lui malheureusement est passé à travers pour la première fois depuis un petit moment en vrai. Il s'est craché en FP3 au raidillon. Il a fait seulement 15e en qualif, ce qui était une vraie contre-perf avec beaucoup d'écart sur Alonso. Et donc de là, son Grand Prix a été trop en retrait. Il n'a pas pu sécuriser des points qui auraient été précieux pour Aston. Alpine, elle a retrouvé le chemin des points ce week-end avec une 10e place devenue 9e et en vrai c'était mieux, mais pourquoi c'était mieux ? On ne sait pas vraiment, probablement car comme l'a dit Esteban, ils sont toujours un petit peu mieux à Spa que sur les autres circuits sans qu'ils sachent vraiment pourquoi, et aussi peut-être je pense car la qualification cette fois n'a pas été compromise par des immenses erreurs de l'équipe, ok, mais surtout c'est joué dans des conditions où peut-être les pilotes ont pu faire la différence plus que d'habitude. Les pilotes qui sont vraiment le point fort, le seul point sur lequel Alpine peut vraiment se reposer cette saison, et Esteban l'a prouvé en faisant un week-end absolument parfait et en allant chercher de gros points. Le souci pour Alpine, c'est qu'il y a encore eu, moult soucis d'exécution, un problème notamment de volant et de vitesse de pointe probablement sur le moteur pour Pierre Gasly et surtout un problème de stratégie pour Ocon puisqu'ils étaient devant Fernando Alonso à un moment donné avant l'arrêt, donc ils auraient pu faire une George Russell mais non, et ça leur a coûté 2 points. Extrêmement dommage puisque pour attraper As, chaque unité va compter. En tout cas, Alpine qui s'est séparé de Bruno Famin, c'est aussi une des informations du week-end, et qui s'apprête à vivre une énorme phase de changement, encore une fois, ne voit toujours pas le bout du tunnel d'une saison extrêmement galère. Et puis le dernier point est pour Racing Bulls avec un Ricciardo qui a été vraiment bon, parti en soft, ensuite il s'est plutôt bien accroché, il a pris le dessus sur Alexander Albon et ensuite il a résisté, il a terminé 11e, puis les points se sont ouverts après la course, une bonne perf, bienvenue dans le contexte de Red Bull, puisque mine de rien pour Ricciardo, c'était peut-être son dernier Grand Prix avant de retrouver le guidon, le volant, plutôt parce qu'on n'est pas en moto, le volant d'une top voiture. Tsunoda lui a pris un bel éclat en Q1, mais je me demande dans quelle mesure il a vraiment poussé à fond puisqu'il avait 60 places de pénalité. Et donc voilà, 60 places de pénalité, tu pars dernier, à partir de là la course elle est plus que compromise, malgré une stratégie à un arrêt. Et oui, on se rend compte que finalement on n'y prêtait pas attention à cette deuxième partie de tableau, mais plusieurs pilotes dedans ont fait la stratégie à un arrêt et ça a plutôt bien marché. Mais bon bref, sur Tsunoda, j'ai pas grand chose de plus à dire malheureusement.
Et puis du côté des trois équipes qui ne marquent pas de points, pas de regrets pour As qui n'était pas vraiment là, hein. C'était vraiment un cran en dessous de d'habitude ce week-end, principalement à cause d'une qualification dans des conditions qu'il n'aime pas. Dès qu'il faut chausser les inters cette saison, c'est la galère chez As. En plus en course, Hülkenberg a été envoyé sur la stratégie à 2 arrêts et m'a semblé avoir un petit peu galéré, même si c'est dur de tout comprendre à leur course. Et Magnussen, lui, a fait qu'un seul arrêt, bien joué à lui, mais n'a pas pu faire mieux que la 14e place, qui était un petit peu sûrement le bout du monde pour As hier. Sauber, elle, n'est tout simplement pas en mesure de jouer les points, tout simplement, hein, malgré ces derniers week-ends qui sont un petit peu mieux. Valtteri Bottas est une nouvelle fois passé en Q2, mais en course, je pense qu'on ne peut pas lui en demander plus. Et pour Guan Yu Zhou, c'est vraiment galère. Nouvelle dernière place en qualification, c'est dur. Après le Grand Prix, ça s'est arrêté au bout de 5 tours sur un problème moteur. Et puis nous avons Williams où là pour le coup je pense qu'il y aura quelques petits regrets car Albon n'était pas loin de passer en Q3 et à un moment donné truster les points, mais ça n'a pas tenu avec une stratégie à 2 arrêts et sûrement un rythme un petit peu en dessous du groupe Aston Martin, Alpine, Racing Bulls. Et bien voilà, malheureusement à l'arrivée c'est un 0 pointé pour Williams. Quant à Sargent, cette fois ça a été galère dimanche mais aussi samedi puisqu'en qualification sous la pluie il a été un petit peu trop loin. Un point à présent rapide sur les classements. Verstappen a finalement repris 2 points. Norris, c'était une bonne opération. Il a 78 points d'avance à la trêve avec 10 grands prix restants. Leclerc, lui, ne bouge pas alors que Piastri remonte 4e. Récemment, beaucoup de points pris par Piastri. Hamilton, lui, remonte aussi également très fort et se rapproche du podium. Sinon, pour le reste, RAS. Et au niveau du constructeur, avec la disqualification, on a quasiment un statu quo entre les leaders, seulement quelques petits points de différence. McLaren continue tout de même de grappiller et reste en bonne position quand Ferrari va commencer sérieusement à devoir se méfier de Mercedes. Aston, elle, est une solide 5e, quand Alpine a repris 2 points à As. Et voici les notes. Comme d'habitude, elles demandent du recul, de l'indulgence et de l'aide pour être ajustées au plus proche possible de la réelle performance des pilotes. J'attends vos avis comme d'hab, j'ajuste. Hamilton a été vraiment excellent, voilà. Leclerc aussi, on ne peut quasiment rien lui reprocher. Derrière, j'ai un groupe où je mets Russell, hein, il a été bon, mais attention, on se rappelle qu'il était battu en qualif et faisait un Grand Prix dans la deuxième partie de tête avant que la stratégie miracle n'apparaisse, mais bien joué tout de même à lui qui a été vraiment très bon. Piastri et Ocon eux aussi ont été excellents pour leurs équipes respectives, les leaders. Verstappen, la pole est magnifique, le Grand Prix est plutôt bien, mais voilà, il n'est que 5e, c'est une anomalie pour lui. Alonso, week-end vraiment très bon de sa part, il a assuré pour la première fois depuis un petit moment. Albon et Ricciardo, eux, ont été très bons pour leurs équipes du midfield, même si peut-être le 7 est un peu haut, vous me direz. Bottas est le pilote le plus dur à noter de la grille, j'ai voulu le publiciter, je sais pas quoi vous dire de plus. Norris, malheureusement, je pénalise cette sortie lunaire au premier virage qui lui coûte encore une fois extrêmement cher. Gasly, c'était ok, mais il a été battu par Esteban Ocon et a connu un Grand Prix avec pas mal de difficultés. Derrière, on a les As pour qui c'était un peu plus dur. Tsunoda, qui peut-être mérite de ne pas être noté à cause de la pénalité moteur, vous me direz. Perez, la qualif c'était ok, mais 6 dixièmes de retard et la course a été catastrophique. Et puis on a Stroll qui s'est foiré et Sargent qui a galéré. Quant à Joe, il a du bol d'avoir abandonné à cause du moteur, comme ça il n'est pas noté parce que sa qualif était vraiment très mauvaise. Vous avez aussi les notes des équipes, c'est très dur de départager tout le monde. Normalement Mercedes devrait avoir la meilleure note, mais la disqualification est une énorme erreur qui leur coûte cher. McLaren, ils ont fait une erreur stratégique, ils avaient peut-être la meilleure voiture. Bon, au final, c'est eux qui ont la meilleure note puisque Red Bull était finalement loin sur ce week-end et a dû prendre une pénalité moteur. Ferrari, eux, c'était la 4e force. Derrière, ça suit plutôt l'ordre des performances. Aston, Alpine, Racing Bulls, Williams et enfin As et Sauber qui n'ont pas pu jouer quoi que ce soit ce week-end. Bien sur ce, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker ainsi qu'à vous abonner pour me soutenir. Je vous attends maintenant, comme tous les lundis, en commentaire pour discuter de tout ça. Je serai là pour vous lire, vous liker et ou vous répondre. Et pour finir, on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui espère, même si ça ne le regarde pas, qu'Isaac Hadjar ne sera pas le 4e champion de F2 consécutif à ne pas trouver de siège en Formule 1 après son titre. Allez, à bientôt et bravo Isaac.